Bernard, voilà, auteur de La Voix du créatif. Un livre plein de conseils, voilà, qui conviendra à tous et pas uniquement aux artistes ni aux esprits créatifs, car nous avons tous besoin de créativité dans la vie, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, parlez-nous un peu de ce magnifique livre. Déjà, merci de me recevoir. De rien, avec plaisir. La Voix du créatif, c'est quoi? C'est un guide pour tous les créatifs, mais comme tu le disais, pour à peu près tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on a tous l'esprit créatif, mais on a tendance à oublier qu'on l'a. C'est vrai. Donc du coup... par les occupations du quotidien. Exactement. En fait, je me suis inspiré d'un guide qui a été publié il y a quelques siècles de ça, au XVIIIe siècle, qui était La Voix du samouraï, qui était le guide du samouraï. Il y a eu un très bon film de Gene Vermouche qui s'appelle Ghost Dog, tout à fait, où en fait le personnage principal passe son temps à lire des préceptes de ce guide. Donc en fait, je suis parti de là en fait pour écrire ce livre. Et voilà, il y a des mantras, il y a un peu d'inspiration, et il y a surtout un paquet d'exemples de tous ceux que j'appelle en fait des samouraïs créatifs. C'est ça. Qu'est-ce que le creative thinking et comment vous l'apprenez et surtout à qui? C'est quoi le creative thinking? Le creative thinking, en fait, c'est le processus créatif. D'accord. C'est une espèce de recette qui permet de générer des idées. C'est-à-dire qu'en fait, une des plus grandes difficultés pour le créatif, c'est de répondre à une commande, c'est de répondre à quelque chose qu'on lui impose de faire. En fait, d'avoir des contraintes. Voilà. Et du coup, le creative thinking, c'est une espèce de recette, en effet, de processus qu'on peut suivre ou pas, mais en tous les cas, dont les éléments de base permettent de générer des idées dans pratiquement toutes les situations et dans pratiquement tous les domaines. Donc en fait, je travaille, là en ce moment par exemple, je travaille dans une école d'ingénieurs. D'accord. Où j'apprends à des ingénieurs à trouver des idées d'objets connectés en utilisant le creative thinking. Donc, en gros, le creative thinking, c'est quoi? C'est 4 étapes. Une première étape qui est basée sur l'exploration, c'est-à-dire que c'est comme quand on était gamin et qu'on vidait la boîte de Lego sur la table. On regarde tous les Legos qui sont là sur la table. Après l'exploration, il y a l'association, le côté un peu artiste des choses. Donc, les pièces Lego, on essaye de toutes les rassembler, on voit un peu ce que ça donne. Et puis après, une fois qu'on a eu ça, il y a le jugement, le juge, qui va un peu trier pour trouver la meilleure idée possible. On confronte son idée aux autres. Et à la fin, on met son idée à exécution pour de vrai, on devient un samouraï pour de vrai, et là, on met à jour son idée. C'est comme du brainstorming, mais sauf que vous avez un autre nom dans votre livre. Oui, enfin, c'est le fait d'appeler ça le creative thinking. En fait, il y a plein de choses qui existent actuellement. L'exemple de Pixar dont vous parlez dans le livre. Pixar, mais Pixar, c'est industrialisé, donc c'est un système qui existe de longue date et qui est très optimisé, on va dire. Il y a le design thinking, on parle beaucoup du design thinking, qui a été popularisé par une agence de design qui s'appelle IDEO. Mais voilà, tout ça, ça se rejoint en fait. C'est des techniques qui existent depuis des millénaires en fait. Sauf que vous avez un peu remis au goût du jour, c'est ça? Voilà. Mais le livre n'est pas tant sur ce processus-là, en fait, il est vraiment sur la posture du créatif, sur l'esprit du créatif en lui-même. Qu'est-ce que vous appelez les créatifs, vous? Tout le monde est créatif. Pour moi, Tony Parker est créatif, Pep Guardiola est créatif, Paul Smith, qu'est-ce que vous définissez comme créativité? Parce que moi j'ai ma définition, mais chacun a sa définition, j'ai l'impression. La créativité, c'est réussir à faire avec de l'ancien du nouveau, en fait. C'est de réussir à adapter, à s'approprier des choses qui existent déjà et à les transformer, à les associer pour créer quelque chose qui va voilà, apporter quelque chose de nouveau dans... Donc ça peut être vrai. Le problème de la créativité, c'est que jusqu'à présent, il était cantonné un peu aux industries dites créatives, c'est-à-dire la musique, la publicité, le cinéma, et l'art, bien sûr. Et maintenant, en fait, on demande à tout le monde d'être créatif. C'est une compétence qui est... Et même les campagnes de produits high-tech qui sont à fond dans la créativité. Ouais, c'est devenu une espèce de... Ils vont détruire le mot créativité. Oui, ça devient un peu galvaudé. Mais la réalité, elle est qu'il y a 40% des activités aujourd'hui qui pourraient être faites par l'intelligence artificielle. Dans quelques années, je crois qu'il y a un chercheur qui a dit qu'il y avait 80% des métiers de l'IT qui pourraient être automatisés, qui pourraient être faits par l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, il faut se poser la question, maintenant peut-être penser un peu différemment et essayer d'apporter autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas d'attention, pas de créativité? Ah, ça c'est le fameux chapitre sur l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'économie de l'attention en disant que c'était le temps de cerveau disponible. En fait, l'attention, c'est le cœur qu'on met à l'ouvrage. C'est la façon dont, en fait, l'attention s'échange contre de l'attention. Plus je vais apporter du soin à ce que je fais,
plus il y a des chances que ça résonne chez toi, et que vous ressentiez ça. Si on aime autant les produits Apple, c'est que Steve Jobs et Ives sont des personnalités qui mettaient beaucoup de cœur dans ce qu'ils faisaient et qui apportaient beaucoup de soin à ce qu'ils font. Mais c'est vrai aussi d'Elon Musk, c'est vrai de tous les gens qui... Dès qu'on est passionné, dès qu'on met du cœur à l'ouvrage, ça résonne. Parce qu'il y a une... Et quand vous dites attention, c'est pas forcément le fait de se concentrer sur une activité, comme certains disent, pendant 1h30, on essaie de pas trop multi-activité, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Bon, le silence, c'est encore autre chose. Enfin, c'est cette notion de concentration, le flow, le fameux flow, c'est pas le flow hip-hop. Le flow, c'est quand on est dans une activité qui nous challenge un peu et dans laquelle on prend du plaisir, on se coupe du monde et en fait on se consacre complètement à cette activité. D'accord. Non, moi l'attention, c'est plus vraiment cette démarche d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice et d'être honnête en fait. D'accord. Je suis tout à fait d'accord quand vous dites la négativité est l'ennemi de la créativité, parce que plus on accepte, on en parlait avec JP tout à l'heure, plus on accepte des choses, on accepte à des possibilités, on s'accepte aussi à des choses, des expériences, on a notre conscient qui s'ouvre à la possibilité de plein de choses. Exactement, ça c'est essentiel. Hein. La voie du créatif en fait s'ouvre à partir du moment où on l'accepte pleinement. Donc en fait, c'est le premier chapitre et c'est le premier exemple que je donne. En théâtre d'improvisation, quand on monte sur scène avec un ou une partenaire, la règle est de dire oui et à tout ce qu'il dit. Si vous dites non à la première phrase que votre partenaire va sortir, la pièce est terminée, vous pouvez descendre de scène. La créativité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut accepter, il faut être en mesure d'accepter et d'apporter derrière. Alors attention, c'est pas... On peut dire oui à tout. Voilà, c'est pas un oui, c'est pas, on n'abandonne pas tout. C'est envisager plutôt. C'est exactement ça. Il y a une notion de candeur aussi. C'est le fait d'accepter les choses avec étonnement et d'essayer d'y apporter la pierre à son édifice. Je parle souvent d'un écrivain français qui s'appelait Jacques Lucéran, qui est devenu aveugle à l'âge de 8 ans, je crois à peu près. Et en fait, son premier réflexe au début a été de refuser le fait d'être aveugle et d'essayer de voir, en fait, de se souvenir de comment il était quand il voyait. Et en fait, là où il a commencé à vraiment s'épanouir, c'est quand il a accepté la situation et qu'il a décidé de voir en tant qu'aveugle. Et d'accepter de percevoir les choses en tant qu'aveugle. Et puis c'est une forme de négativité aussi de se refuser à plein de choses. À un moment donné, il y a une espèce de... Quand on est plutôt positif dans la vie en général, même si on s'éloigne un peu du sujet, mais on s'éloigne dans la vie ou quand on s'éloigne de certaines choses qu'on accepte de faire, plus on dit non, moins notre cerveau aussi va fonctionner dans le dire je vais apporter des choses pour que tu puisses y penser. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, c'est notre nature même de dire oui à tout. Parce que tu le veuilles ou non, là, tu fonctionnes en acceptant tout ce qui se passe. Cette pièce, les mots que je suis en train de prononcer, ce que tu vois, la lumière, tout ça, tu l'acceptes. C'est juste la pensée, c'est juste l'histoire que tu te racontes qui trie les choses selon ton ego, selon ton passé, selon ton histoire. Et c'est juste ça qui dit, ça j'accepte, ça je suis prêt à l'entendre, ça je suis prêt à... Mais en fait, on est fondamentalement une connexion ouverte à tout ce qui se passe extérieurement. On va dire un truc tout bête pour vraiment caricaturer, mais c'est par exemple quand quelqu'un t'invite, des gens t'invitent au fur et à mesure, et à un moment tu leur dis non, tu dis non, et ben à un moment t'invites plus. Et ben c'est pareil pour le cerveau, à un moment tu lui dis non, je peux pas envie de faire ça, j'ai pas envie de dire non, j'ai pas le temps, et ben à un moment donné, ça vient plus. Moi ça a fonctionné pendant un moment, parce qu'il y a des moments où j'avais beaucoup trop travaillé, je disais non à mon esprit. Et à un moment donné, j'ai remarqué que les idées étaient limitées. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à l'accepter ou à écrire, maintenant, ça fait un moment que j'écris plein de choses quand je pense à une idée, même si c'est pour le remettre à plus tard. Mais rien que le fait d'écrire, c'est une forme d'acceptance. Tout à fait. Tout à fait. Donc chaque section de votre livre, il y en a 30 en tout, sont dédiées à un conseil. Ce sont des étapes, c'est ça ? Non, il n'y a pas d'ordre précis. En effet, on peut les classer. Mais comment vous êtes venu justement à cet ordre alors ? Justement, j'ai laissé venir. Enfin, c'est plus une question d'inspiration du moment. Voilà, j'ai les 30 chapitres, les titres en tous les cas, les préceptes sont venus très facilement. Ça parle. Et puis après, c'est venu au fur et à mesure. Et pourquoi êtes-vous, c'est page 12 je crois, vous dites pour l'anti-perfection. Il y a plein de gens comme ça, je vois des articles des Américains, ils disent moi je suis pour la perfection. Pourquoi ? Parce que la perfection nous aide à nous améliorer. Et à exiger le meilleur de soi, je trouve. Le problème de la perfection telle qu'on se la figure, c'est qu'elle empêche souvent de commencer. C'est-à-dire que le fait de se dire il faut que ça soit parfait, on saute du coup l'étape du brouillon, on saute l'étape, on a l'impression qu'il faudrait délivrer tout de suite la meilleure performance. Alors qu'en fait, la réalité des choses, elle est plus dans
Chez Pixar, justement, dont on parlait, ils savent très bien que la première étape du scénario est pourrie. En fait, ils savent qu'un scénario devient bon à la 6e, 7e, 8e version. Et en fait, le business de Pixar, ils investissent tout dans cette phase de conception où on améliore les choses au fur et à mesure. Donc évidemment qu'il faut délivrer le meilleur produit, mais tout ça se fait avant. C'est le problème, par exemple, d'un carnet Moleskine. Quand vous achetez un carnet Moleskine, il est souvent très très beau. On n'a presque pas envie d'utiliser. Voilà. C'est un des problèmes. C'est pour ça qu'il y a pas mal de créatifs qui travaillent au dos des enveloppes, qui travaillent sur des papiers d'emballage, sur le dessinateur Crumb, dessiné sur les nappes dans les restaurants. Ça permet d'éviter cette étape où on se dit il faut que ça soit parfait dès le début. Non, au début il faut que ça soit nul. Non, moi je suis plus dans la perfection, un peu à la Steve Jobs, dans le sens où je vais lancer, même si j'attends pas des gens en fait, dans le sens où je vais y aller et au fur et à mesure je vais perfectionner. Je suis pas du genre la personne qui fait je vais aller se coucher, mais non, mais j'ai pas le temps, c'est trop beau. Non, il faut que je finisse, même si je finirai à minuit, mais ça sera parfait. Parce que c'est une exigence que je me donne à moi-même pour exiger le meilleur de soi. C'est très bien, mais la première étape... Bien sûr, ça je me l'accepte déjà. Voilà, il faut accepter que la première étape ne va pas être aussi parfaite que ce que tu attendais au départ. Et en effet, que ça peut être amélioré par les remarques qu'on te fait, par toi aussi, l'exigence que tu as par rapport à ce que tu dois sortir. Est-ce que la créativité provient de ce qu'on veut pour soi ou de ce qu'on veut pour les autres? Ça c'est une vaste question. Il y a deux choses dans ta question. La première chose, c'est est-ce qu'on le fait pour soi ou pour les autres? Il y a une valeur très importante dans la créativité, c'est la valeur du don. Tout ce qu'on a là actuellement, tout ce qu'on vit actuellement nous a été donné en fait. On ne se rend pas compte, mais il faudrait pratiquement remercier perpétuellement. C'est clair, tout le monde. Même le mauvais. À partir du moment où tu crées des choses, il y a une notion d'empathie là-dedans, il y a une notion voilà, c'est quelque chose que tu offres, même ton enseignement, voilà, quand tu fais de la musique, quand tu mixes. J'imagine que tu prends beaucoup de plaisir, mais tu prends beaucoup de plaisir parce qu'aussi tu le partages et parce que tu l'offres aux gens qui sont en train de danser dans le club face à toi. Sinon tu mixes chez toi. Voilà, après, mais ça existe aussi. Enfin, la difficulté, elle est là aussi. La difficulté est là aussi. Et puis, et ce que tu disais aussi, évidemment qu'il faut s'extraire du monde. Enfin, évidemment que les grands créatifs sont des gens qui sont un tout petit peu à part et qui raisonnent un tout petit peu différemment. Un peu asocial des fois. Qui transgressent un peu les choses, qui remettent en question le statu quo. C'est ce que tu disais aussi. Voilà, il y a cette notion aussi de s'extraire. On ne peut pas être complètement créatif avec tout ce si on avale tout ce qu'on nous sort aujourd'hui et si on consomme tout ce qu'on nous sort aujourd'hui. On est obligé à un moment de sortir de tout ça et de se rebeller d'une façon ou d'une autre. Des petits conseils pour être plus créatif. Moi je sais que j'en avais fait un sujet sur la créativité avec pas mal d'auteurs cet été. Et il y en avait une qui avait donné un super conseil que j'aimais beaucoup. Elle est journaliste, et elle écrit des livres sur la nourriture, sur le voyage, etc., le tourisme. Et elle disait que son conseil de créativité, c'était d'aller jardiner. Et beaucoup de gens disent ça. Il y a aussi le conseil de la douche aussi. Le conseil de la douche. De la douche, il y a des gens qui se douchent plus. Ils vont prendre des douches pour essayer de trouver des idées. Il y a un scénariste américain qui fait ça. Celui qui avait fait le film avec John... bref, je retrouverai. Le film, vous savez, avec le militant gay qui s'était fait tuer. Oui. Pink ou je sais plus, un nom simple, bref. Et il prenait des douches constamment. Toute la journée pour écrire son scénario. Alors, il y en a qui sont un peu névrosés. Aussi. C'est un peu poussé la créativité là. Moi je sais que je fais la vaisselle. Donc vous avez des conseils? Un conseil, aller faire un tour, sortir, aller dans la nature, marcher, aller courir. Oui, Steve Jobs le faisait beaucoup, toutes les grandes décisions il les prenait, toutes ces grandes réunions il les faisait en marchant. Voilà, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, lisez mon livre. Ouais, c'est clair. En fait, moins on s'obstine à être dans le fait de créer, plus on trouve des idées à la création. Oui, alors c'est toujours, si on parle de creative thinking et de processus, il y a un vrai processus de maturation. En fait, j'enseigne une méthode, mais cette méthode-là, c'est pas une ligne droite. En fait, il faudrait mélanger plein de choses et c'est ce qui se passe dans la réalité des choses. Une étape essentielle, c'est quand même de laisser les choses mûrir et puis de les laisser un peu. Mais de toute façon, ça se fait naturellement tous. Parce que notre esprit garde plein de choses qu'on absorbe tous les jours et après il les sort au bon moment. Exactement. Mais de toute façon, on est un processus créatif sur pattes. On est en train de se réinventer, nos cellules se réinventent perpétuellement, on est en transformation perpétuelle. Mais tant qu'on se le permet aussi. Tant qu'on se le permet, c'est-à-dire. C'est-à-dire que par exemple, si on se laisse absorber par le quotidien, les problèmes, etc., on se retrouve dans une espèce de mécanisme, il n'y a plus de créativité. Oui, mais alors là, tu raisonnes encore en termes de pensée. C'est-à-dire que c'est encore une fois, ton organisme, il fonctionne de toute façon, il se réinvente perpétuellement. Oui, mais à un moment donné, les idées ou la créativité ne vient plus quand même quand on est... Ah oui, c'est sûr. Si on se ferme complètement.
le fait de se fermer complètement au monde empêche toute créativité. C'est clair. La voix du créatif, 14,16 €, parce que 14,16 € sur la boutique en ligne de Pyramide et ailleurs aussi ou pas? Oui, dans toutes les bonnes librairies. Tout à fait. Et liseuse aussi, version liseuse? Pas encore, je crois pas. C'est quelque chose qu'on pense quand on sort un livre, on va se dire faut que je fasse un format. Ça, c'est des choses dont on discute avec Pyramide. Non, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup encore d'auteurs français qui font. Il y a quelques résistances de la part de l'édition là-dessus, mais c'est vrai qu'après, l'objet livre est quand même assez sympa. Moi, j'ai la chance d'avoir un contenu qui peut se prêter, bien sûr, à un contenu un peu numérique. Ouais, il y a des couleurs et tout, on montre un petit peu. Il y a des couleurs, ça parle aussi les couleurs, ça aide. Il y a des petits conseils, paragraphes, etc. Pourquoi le vert et le bleu d'ailleurs? Alors là, c'est un très bon studio de création qui a travaillé sur la maquette de ce livre, qui s'appelle Ik et Nunk. Donc voilà, il faudrait leur demander à elle pourquoi elles ont fait ça. Donc vous avez accepté, vous n'avez pas pris de décision? J'ai dit oui. J'ai dit oui à tout. Ah oui, forcément. Ok, merci beaucoup Guillaume.